De la prison à Free, des sex shops au journal Le Monde. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a véritablement bouleversé, transformé le secteur du mobile, d'un homme qui a su jouer avec la ligne rouge pour quelquefois la dépasser, d'un homme qui a réussi sans même faire d'études. Laissez-moi vous conter l'histoire de Xavier Niel. Xavier Niel naît le 25 août 1967 dans le Val-de-Marne. Il grandit dans un environnement familial relativement sain, marqué par un passage à l'école plutôt compliqué. En fait, ses parents souhaitent qu'il fasse de longues études, ils sont persuadés que c'est le seul moyen d'avoir un emploi stable et épanouissant. Mais le petit Xavier a déjà d'autres ambitions. L'école, très peu pour lui, sa passion, il la découvrira plus tard, le codage. Noël 1981, Xavier a 15 ans. Son père lui offre un cadeau qui changera sa vie à jamais, un Sinclair ZX81. Xavier devient très vite complètement fan de ce petit ordinateur. Il lui permet d'apprendre à coder d'abord en basique, puis en C. À l'époque, Xavier est ce qu'on appelle un geek. Il sort peu, passe beaucoup de temps dans sa chambre, mais cela paye puisqu'à son entrée au lycée, il gagne déjà plus que ses parents. Le petit Xavier est avide de challenge. À 17 ans seulement, lui et sa bande d'amis décident de se lancer dans un défi extrêmement ambitieux, celui de pirater le décodeur Canal+, un petit boîtier qui permet aux abonnés d'avoir accès à leur chaîne en les décryptant. Leur objectif est clair, créer une contrefaçon qui fonctionne aussi bien que l'original. Et à force d'achat de composants et de travail acharné, la fine équipe parvient à créer le faux décodeur. Vous en doutez, cette pratique elle est complètement interdite, complètement illicite, mais c'est justement ce sentiment de s'affranchir des règles qui pousse Xavier à continuer. Lui et ses amis se rendent alors à Paris afin de vendre leurs nouveaux bijoux à prix cassé, 250 francs les 5 décodeurs. Mais tout ça n'est pas sans risque et ce qui devait arriver arriva. Il se fait attraper par la police et convoqué au commissariat du coin. Contre toute attente, Xavier ne subit rien. Mieux même, les policiers l'autorisent à continuer son activité. À une seule condition, qu'il accepte d'entrer en collaboration avec la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, dit autrement le service de contre-espionnage français. La bande d'amis d'hackers peut donc continuer à aller de réseau en réseau d'entreprises sans être inquiétés. Mais en échange, ils doivent signaler toute trace d'intrusion de pays étrangers dans des réseaux français. Pour rappel, à ce moment-là, on est en plein contexte de guerre froide. La DST cherche à prévenir toute attaque russe contre la France, y compris informatique. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est une nouvelle forme de menace qui pèse sur le pays et que ceux-ci ont besoin de prodiges comme Xavier pour rivaliser et se mettre au niveau des autres pays. En 1986, Xavier réalise un véritable coup de génie. Il réussit à pirater la base de données des téléphones français, ce qui lui donne alors accès aux numéros de téléphone de tous les Français. Ce piratage est déjà une véritable prouesse en soi, mais il va encore plus loin. En ayant accès à tous les numéros de téléphone, il réussit à remonter jusqu'à celui du président de la République. À l'époque, c'est François Mitterrand. Ce projet de piratage fait alors énormément parler de lui, au point que Xavier fait la une de plusieurs journaux. Sa première une, mais pas sa dernière. En parallèle, Xavier est encouragé à poursuivre les études par son père. Alors, en 1986, il intègre une prépa en maths sup. Mais le modèle carriériste classique, on l'a déjà un petit peu évoqué, Xavier n'en veut pas du tout. Cet anticonformiste de nature sait qu'il peut réussir sans adopter le schéma classique des études. Alors, il abandonne la prépa seulement quelques mois après l'avoir intégrée. Xavier a d'autres objectifs, plus challengeants et plus lucratifs. Il décide alors de se consacrer au Minitel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Minitel c'est un service de communication français qui a vu le jour dans les années 80. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'ordinateur et d'Internet en même temps. À l'origine, il est surtout utilisé comme manuaire. Mais très vite, les entrepreneurs et les entreprises voient en lui un immense potentiel et décident donc de l'utiliser afin de vendre de nouveaux services. Un domaine en particulier tape dans l'œil des entrepreneurs les plus aventureux, le Minitel Rose. Alors le Minitel Rose c'est quoi? En fait ça désigne tous les nouveaux services qui tournent autour de l'érotisme. On pouvait y retrouver des sites de rencontres, des sites pour adultes, ce genre de choses. À l'époque, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement et assez facilement, et Xavier il a senti le bon filon, alors il décide de s'engouffrer dans la brèche. Il gagne alors des masses d'argent considérables, mais il ne s'arrête pas là. À 23 ans, Xavier et sa bande de geeks qu'il a mise debout repoussent encore un peu plus les limites de la légalité, et sa nouvelle idée, elle est aussi ingénieuse que dangereuse. Démarrer des Minitel dans des entreprises la nuit pour les connecter à ses services. Sans autorisation, évidemment, le système est en fait assez simple. Une fois connectés, les Minitel génèrent de l'argent pour Xavier et sa bande. Mais une fois n'est pas coutume, et les compères finissent par se faire remarquer. Une faille existe dans leur plan machiavélique, les entreprises ciblées reçoivent les factures, et à force, elles se rendent bien compte qu'il y a un problème. Bref, Xavier retrouve le chemin de la garde à vue, et suspense, aucune charge n'est retenue contre lui. Il s'en sort encore bien, le petit Xavier. Alors, il continue d'exploiter les services du Minitel Rose, ce qui lui permet de rentrer dans le cercle fermé des millionnaires à seulement 24 ans. C'est aussi à ce moment-là qu'il crée sa propre marque de fabrique,
maximiser les produits générés en utilisant du matériel à faible coût. In fine, sa marge est bien supérieure que ses concurrents qui déploient eux d'immenses matériels, sommes d'argent, moyens techniques pour des résultats sensiblement similaires. Une philosophie de vie qui le suivra toute sa vie, jusqu'à Free que j'aborderai un peu après. Xavier a donc beaucoup d'argent, qu'il décide de réinvestir dans des secteurs assez variés, dont les sex shops. À la question pourquoi les sex shops, Xavier répond que c'est une activité modérément fiscalisée. Traduction, il ne déclare pas les revenus et cette fois, cela va lui coûter vraiment très cher et on verra pourquoi. En 1994, Xavier sort une nouvelle idée de sa boîte magique à idées, le 3617, un service d'annuaire inversé. Son fonctionnement est très simple, avoir le nom d'une personne permet de retrouver son numéro de téléphone. Cette omelette ne s'est évidemment pas faite sans casser quelques œufs. Xavier commence à y être habitué. Pour se procurer les données qu'il exploite, il a dû pirater l'annuaire de France Télécom. En somme, il vend des données qui ne lui appartiennent même pas. Dans le même temps, Xavier entreprend la vente progressive de ses activités un peu borderline. C'est important de le notifier, vous verrez pourquoi. Plus que la richesse, Xavier veut véritablement marquer son époque et a une idée révolutionnaire, créer un forfait qui réunit l'abonnement du téléphone, d'internet et de la télévision. Il faut savoir que dans les années 2000, le service téléphonique, internet, qui en est à ses balbutiements, et la télévision représentent 3 abonnements distincts qu'il faut payer. Cela représente un coût considérable, 105 € en moyenne, que peu de ménages sont en mesure de s'offrir. Xavier a alors une idée révolutionnaire. Concentrer ces 3 abonnements en un, c'est la genèse de ce que l'on appelle la box internet. Cela lui permettrait en fait d'économiser les coûts, comprenez par là qu'il n'aurait plus besoin que d'un tuyau au lieu de 3. Mais il existe un gouffre entre l'idée extrêmement novatrice, pour l'époque peut-être même un peu trop, et sa réalisation. Xavier contacte les plus gros constructeurs en vue de présenter son projet, mais personne n'est en mesure de déployer les moyens de ses ambitions. Du moins dans l'Hexagone, personne ne peut l'aider en France, pas grave, Xavier s'exporte en Californie, dans la Silicon Valley, avec quelques collaborateurs. Là-bas, c'est vrai qu'il fait de formidables rencontres, mais personne n'est en mesure de financer ou de faire avancer d'une quelconque façon que ce soit son ambitieux projet. Pas une technologie ne ressemble à ce qu'il cherche. Alors que beaucoup auraient sûrement abandonné, Xavier lui ne désespère pas. Si personne n'est en mesure de créer cette box internet qu'il recherche tant, alors c'est lui qui va le faire. Mais tous ces déplacements ont trahi les secrets de son projet si bien gardé jusqu'alors. La rumeur arrive jusqu'aux oreilles des plus grands groupes de la télécommunication, SFR notamment en entend parler, mais à l'instar de tous les autres, l'entreprise française considère que ce chantier est trop ambitieux pour qu'il soit réalisé, surtout par une équipe d'amateurs composée seulement de 5 personnes. Personne n'y croit, donc personne ne juge bon de s'aligner sur le projet, et c'est une grave erreur. SFR, comme tous les autres, avait en fait tout faux. La fine équipe déjoue les pronostics, la première Freebox sort en 2002, son abonnement est comme promis à un prix défiant toute concurrence, 29,99 € contre 105 €, rappelez-vous, pour tout autre abonnement classique. Alors vous vous en doutez, ce projet pharaonique ne s'est pas fait à l'aide d'une petite baguette magique. Xavier Niel s'est endetté à hauteur d'1 milliard € afin d'investir dans son propre réseau de lignes ADSL. En fait, il ne voulait pas continuer à utiliser les lignes de France Télécom, puisqu'à chaque fois que ces données traversaient le réseau, il devait payer un droit de passage. Et heureusement pour lui, le succès de la Freebox est total. Free en vend 96 000 en seulement quelques mois. Avec sa box, Xavier Niel pratique des prix tellement bas qu'une grande partie de ses concurrents sont obligés de mettre la clé sous la porte. Le géant américain AOL en fera les frais. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire quoi, en fait. Hein. Mais la réussite du jeune entrepreneur attise la curiosité et la convoitise. On creuse, on se renseigne sur lui, on s'intéresse à ses activités et bingo, on trouve quelque chose. Souvenez-vous, il s'était débarrassé de toutes ses activités illégales à l'exception d'une seule, le sex shop. Le 27 mai 2004, des policiers de la brigade de la grande répression financière toquent à sa porte. Ils procèdent à une perquisition extrêmement musclée au domicile de Xavier et repartent avec ses ordinateurs et ses dossiers. Niel lui est menotté et placé immédiatement en garde à vue. L'entrepreneur est mis en examen pour proxénétisme aggravé. Un réseau de prostitution s'était mis en place au sein de son sex shop. Cependant, aucune preuve montre qu'il était au courant de cette affaire. Niel sera alors très vite blanchi. Mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Et Xavier est finalement condamné, pas pour proxénétisme aggravé, mais pour avoir perçu chaque mois pendant des années des sommes en liquide non déclarées en provenance de ce même sex shop. Au total, 15 000 €. Alors oui, cette modique somme d'argent ne représente absolument rien pour Xavier. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il était déjà multimillionnaire, mais Niel n'a pas fait ça pour l'argent. C'est son envie irrépressible de toujours repousser la limite un peu plus loin qui l'a motivé. Son plaisir, il ne le trouvait pas dans l'acquisition de grosses sommes d'argent, mais plutôt dans celui de toujours jouer un peu plus avec les règles. Son avocat a même essayé de s'en servir comme argument de défense en plaidant l'ivresse de la transgression.
En vain, comme dit précédemment, il est donc condamné. Cet écart lui vaut 1 mois d'emprisonnement. C'est peu, me direz-vous, mais c'est assez pour le faire sombrer. Cette incarcération, Xavier la vit extrêmement mal. Il perd du poids et la plupart de ses amis lui tournent le dos. Mais une nouvelle fois, il sait rebondir et il finit par se remettre au sport et au boulot. Il y a du temps à tuer, alors il se penche sur des vastes dossiers et consacre ses journées à mûrir ses prochaines ambitions. Dès sa sortie de prison, Xavier met à exécution sa dernière idée en date, un nouveau projet fou qui sera en fait le plus grand coup de sa vie. En 2009, Free obtient la 4e licence d'opérateur mobile. Mais le nouvel arrivant se retrouve très vite confronté à la dure réalité du terrain. Les 3 entreprises en place, Bouygues, SFR et Orange, sont en situation d'oligopole. Concrètement, cela veut dire qu'une entente s'est créée entre ces 3 groupes et donc qu'au lieu de se faire concurrence, ils se mettent d'accord sur les prix des abonnements, ce qui leur permet de pratiquer des tarifs volontairement élevés. Tout ça, évidemment, au détriment des consommateurs, pour qui il n'existe aucune alternative. Mais Xavier Niel, avec Free, compte bien ne pas se laisser faire. Son objectif, disrupter ce système et le secteur du mobile. Xavier reçoit un petit coup de pouce du destin puisque l'entente tacite entre les 3 groupes finit par exploser. Ils sont condamnés à payer une amende massive de plus de 530 millions d'euros. Ses concurrents sont alors en position de faiblesse, mais continuent tout de même de lui mettre des bâtons dans les roues. Xavier reçoit des menaces. Il raconte même dans une interview de l'époque « Si je venais à me suicider ou si je devais mourir dans un accident de voiture dans les 3 prochains mois, vous saurez que ces menaces sont sérieuses parce que je ne suis pas du tout suicidaire et que je conduis très prudemment. » La pression autour de Xavier Niel s'accentue au fil des mois. Les 3 opérateurs mobiles montent au créneau. Ils expliquent à qui veut l'entendre que l'entreprise Free ne peut être rentable en pratiquant des tarifs aussi bas. Mais Xavier Niel s'obstine et il est récompensé. Son projet finit par aboutir. On est le jour du lancement et Xavier Niel est extrêmement nerveux. Comment ne pas l'être aussi? Autant d'argent investi, de temps consacré à un même projet, autant de risques pris aussi, autant d'énergie déployée même, et si finalement il s'était trompé? Et si la brèche qu'il voulait exploiter n'existait pas? Tous ces doutes vont fondre comme neige au soleil. Free Mobile rentre immédiatement dans l'histoire. Le néo-opérateur mobile propose un forfait à 2 € par mois contre 20 € en moyenne pour le trio tête. Les Français voient même Niel comme un sauveur qui leur rend du pouvoir d'achat. En un jour, 1 million de personnes rejoignent Free, un record historique. Ils siphonnent les autres opérateurs mobiles et récupèrent tous leurs clients. Orange, Free et Bouygues perdent au cumulé 734 000 abonnés. Ils sont alors obligés de s'adapter et de créer des forfaits low cost, c'est la naissance de Soch, de Red by SFR et de BNU. C'est une véritable révolution qu'a provoqué Xavier Niel, il paraît même qu'il a fait reculer l'inflation à l'époque. Ce coup de génie le propulse définitivement au sommet et il devient le milliardaire le plus riche de la tech. Selon Forbes, en 2024, Xavier Niel disposait de la 9e plus grande fortune de France. Après le succès de Free qui l'a propulsé au sommet, Niel a su se réinventer en investissant massivement dans plusieurs secteurs. Il a même créé sa propre école, l'école 42, qui est à son image anticonformiste. Là-bas, il n'y a aucun enseignant et ce ne sont pas ceux qui ont les meilleurs dossiers qui peuvent y entrer. L'objectif est de former de futurs développeurs avec un système complètement différent du système français. Xavier Niel est aussi devenu un acteur majeur de la presse française. Il est l'actionnaire majoritaire du journal Le Monde, de l'Obs et de Nice Matin. Aujourd'hui, Niel se tourne vers l'IA. En 2023, il a investi 200 millions dans l'achat d'un supercalculateur. Son objectif est clair, prendre le tournant de l'IA et rivaliser avec les plus grands groupes américains.